C'est parti. Hello, Maman. Ça va? Ça va et vous? Ouais, super. Ça va. Hello. Hello. Ça va aller? Bon, je pense que les gens viennent de recevoir la notif LinkedIn, ça va arriver, tranquillou. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle session de la Hotline Marketing Cloud. On devrait avoir quelques speakers en plus qui vont se joindre à nous aussi dans les prochaines minutes. Donc, préparez vos questions. Et puis, on va démarrer au fur et à mesure. Du coup, comme on va les prendre dans l'ordre d'affichage du chat, si vous avez déjà des premières questions, n'hésitez pas à les ajouter dans la ligne du chat. Et puis, comme ça, on va pouvoir les reprendre. Bonjour Virginie. Est-ce que vous nous entendez bien? Virginie. Le son a l'air bon. Je pense qu'on s'entend tous à peu près. Ouais. All right, cool. Donc, ouais, n'hésitez pas sur les questions à démarrer dès maintenant. Comme ça, on peut d'ores et déjà commencer à répondre aux premières questions. Bonjour Marie. Salut Marie. Bonjour. Bon, déjà, moi, je vais vous poser une première question. Salut Zach. Est-ce que vous avez suivi la keynote de Dreamforce? Bad student. Moi, non. J'ai commencé à lire ce matin, j'ai pas terminé. C'est ça. Pareil. Ouais. Bon, il y a des petites choses là. Bon, on y reviendra un peu après s'il n'y a pas trop de questions. Salut Yann. Bonjour Laure. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous poser vos premières questions dans le chat. Généralement, les premières sont souvent les plus lentes. Et puis après, dès que ça démarre, généralement, ça décoince aussi un peu les autres. Et Akram vient de se joindre à nous aussi. Bonjour à tous. Salut, Akram. Bonjour. Hello. J'espère que vous allez bien. C'est Akram. Ça va. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, donc on est bienvenue dans la hotline du Club Utilisateur Marketing Cloud. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une heure de session questions-réponses avec la communauté. Donc, tout le monde peut poser des questions dans le chat. Donc, on a déjà une première liste de speakers qui vont pouvoir répondre à ces questions. Et dans le chat, bien entendu, vous pouvez aussi compléter si vous avez des éléments de réponse additionnels. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des points de blocage, des questions, des choses que vous auriez en tête. Si vous avez des problématiques actuelles sur Marketing Cloud ou juste des doutes, n'hésitez pas. Alors, je vois que il y a quelques participants. Donc, on parlait un petit peu de la keynote à Dreamforce. Je pense que il y a une nouvelle égérie là qui vient d'être lancée là, Ginny. Attends, c'est ça, hein, c'est Ginny. C'est Ginny. Ouais. Le lapin. Le lapin, c'est ça. Alors, bon, on a une première question, du coup. Alors, je suis juste sur... Ouais, c'est Samy, du coup, qui nous pose la question. Quelles sont les solutions alternatives au décommissionnement de Social Studio, autres que Sprinkler? Bonne question, Bonne Samy. question. Alors, juste pour rappeler un peu le contexte, je pense que c'est une question intéressante. Donc, dans la suite Marketing Cloud, je crois que Social Studio faisait partie de la suite. Donc, c'était un outil qui permettait de faire de la veille sur notamment les réseaux sociaux et de permettre à un community manager d'interagir avec les clients
Et donc, ça permettait aussi de faire le lien. Il y avait un connecteur entre Social Studio et Service Cloud pour créer des cases. Et donc, effectivement, ils ont décommissionné, Salesforce a décommissionné Social Studio. Moi, j'ai cru entendre qu'il y avait certaines fonctionnalités qui allaient être migrées vers Datorama et que du coup, il y avait une solution qui a été préconisée au niveau groupe chez Salesforce comme solution pour remplacer Social Studio. Mais je ne me souviens plus quelle est cette solution de mémoire. Donc, Oui, et il y a plusieurs autres solutions sur le marché, bien sûr, qui pourront faire du listening, qui permettent de faire de l'engagement. Après, on attend de voir Salesforce s'ils vont se positionner sur une solution spécifique ou c'est juste une partie qui ne sera plus gérée par la suite marketing de Salesforce. Mais déjà aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui existent qui sont très très bien, qui, comme dit Lara, autant pour l'écoute que l'engagement, pour le posting, qui existent déjà. Et après, on va attendre de voir ce que nous propose Salesforce. Mais... Après, ouais, le seul avantage, j'ai envie de dire qu'on avait aussi avec Social Studio, c'est la connexion un peu native et simple avec le service client. Tout à fait. Donc, notamment cette partie-là. Bon, je sais que Sprinkler travaille dessus, mais après, bon, je ne connais pas très bien, mais ça va être un peu compliqué de récupérer les mêmes fonctionnalités. C'est quand même assez bien intégré. Akram, tu voulais dire un truc, Akram? Non, je pense que clairement, on a fait le tour sur la question. Et comme tu le dis, je pense ils auront du mal à récupérer notamment les fonctionnalités Social Joker, qui étaient, on va dire, le point fort de Social Studio. On a une autre question si... Ouais, juste pour préciser, avant d'enchaîner sur la question suivante, excuse-moi Akram, si vous avez donc des questions surtout sur si vous avez Social Studio et que vous vous demandez du coup quid de l'avenir, contactez votre compte exécutif chez Salesforce, donc qui est rattaché à votre groupe, à votre entreprise, et lui saura vous dire peut-être de manière plus spécifique la recommandation à ce niveau-là. Donc il y a des personnes qui sont vraiment dédiées à ça chez Salesforce, donc ils pourront vous précisez des recommandations fortes par le biais de l'éditeur. Vas-y, Akram, je t'en prie. Alors, on a une autre question de Reda Cherabi qui demande, qui a une expérience de quelques années sur Salesforce et qui demande si la transition sur du Salesforce Marketing Cloud est difficile et compliquée. Est-ce que ça va prendre du temps ou est-ce que cela pourra être facile avec le background de Salesforce? Alors, en plus, c'est bien parce qu'il y a un élément d'actualité. Ouais, je vous laisse répondre et je compléterai, comme ça me laisse le temps. Ouais, moi, j'ai envie de dire, on laisse Mahmoud répondre. Après, mais ça dépend. Enfin, est-ce que du coup, c'est un profil développeur ou un profil fonctionnel, business analyst, tout ça. Donc, ça dépendra déjà de la catégorie de profil et de taf qu'il fait et qu'il voudra faire du coup sur Marketing Cloud. Donc, et les profils du coup sont un peu différents. Alors, le système le plus simple aujourd'hui, c'est Threaded, où il y a vraiment le learning qui est très très bien fait pour commencer sur Marketing Cloud. Après, rien ne vaut l'expérience, donc il faut faire des projets, monter en compétence sur voilà, les outils un à un, et voilà, au fur et à mesure, voir dans quel outil, dans quelle partie, soit du dev ou soit le fonctionnel, ou business analyst, etc., dans quelle partie, ou le project management, dans quelle partie, en fait, il souhaite vraiment progresser. Mais la plupart des learnings sont sur Thread. Après, voilà, il faut faire du projet. Et ce que je propose aussi pour les gens qui n'ont aucune idée de comment Marketing Cloud est fait ou des modules, des studios, etc., il y a aussi des formations officielles qu'il y a des instituts partenaires à Salesforce proposent, comme Institut ou ISTI, par exemple. Et vous pouvez prendre des formations officielles et ces formations, elles sont données par des formateurs qui ont suivi tout un process pour devenir formateurs et pourront vous aider sur les différents modules de Marketing Cloud. Et si je peux juste rajouter,
Je peux juste rajouter que c'est vraiment intéressant d'avoir un profil qui vient de Salesforce aussi, parce que ça veut dire qu'on comprend l'architecture de la donnée, on va comprendre le connecteur, on va comprendre toute cette partie qui n'est pas forcément simple à comprendre de la donnée, qu'on fasse du person account, qu'on fasse du contact, du lead, etc. Donc, c'est intéressant, autant pour un profil fonctionnel qu'un profil plus technique, d'avoir un peu cette connaissance de la partie core Salesforce. Tout à fait. Ouais, c'est un gros plus. Ouais, et pareil, donc le 27 septembre, donc là, mardi prochain, il y a un événement qui s'appelle Salesforce and Partners Discovery, qui a lieu chez Salesforce à partir de 18h30. Je vous ai mis le lien d'inscription. Donc, c'est du recrutement et du network and recruitment. Donc, c'est pour aussi des personnes qui seraient en reconversion, qui cherchent aussi de l'emploi au sein des partenaires Salesforce. Donc, c'est un événement qui est ouvert à tous. Donc, voilà. Je vous ai mis le lien. Alors, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Avez-vous des idées pour monitorer efficacement le bon déroulement des automations dans Marketing Cloud, autre que simplement regarder les notifications d'erreurs par la comparaison et mise en place de seuils d'alerte, par exemple? Notre sujet préféré. Alors, je sais très bien pourquoi on pose cette question. Je pense qu'on pourrait d'abord parler de Mahmoud, ce qu'on a déjà travaillé ensemble. Ça pourrait être une réponse partielle à cela, mais je vois très bien le point de douleur et je pense qu'il y a pas mal de réponses, mais la plupart des réponses sont des réponses spécifiques. En fait, il n'y a pas aujourd'hui une solution, on va dire, qui répond à tous les cas d'usage qu'on a en tête. Mais Mahmoud, si tu veux parler de... Alors, on a mis en place une solution de monitoring des automations, donc exactement à peu près ce que tu énonces. Donc, en fait, c'est regarder si les automations ont bien tourné, etc., si c'est tombé en erreur, si c'est skippé. Donc, en API et avec les solutions de Marketing Cloud, langage SSJS, WX Proxy, on a énormément de sources de tracking qui nous reviennent. Et ainsi, en fait, on peut faire des dashboards, on peut s'envoyer, du coup, en fait, par exemple, tous les jours, on a fait un système qui envoie tous les jours une liste, la liste des automations qui sont tombées en erreur, qui sont mis en pause, etc. Il y a plein de critères. Et cette liste, par exemple, peut être envoyée tous les jours, daily, par email aux personnes concernées pour dire attention, vous avez 3 automations qui sont en pause depuis ça, etc. Donc, il y a pas mal de choses. On peut même aller jusqu'à récupérer le nombre de personnes qui sont rentrées dans la data extension comparé avec ce qu'on a l'habitude d'avoir. Si jamais ça dépasse un seuil, dire attention, out of bounds, il y a un problème de data. Donc, il y a des solutions par contre aujourd'hui qui sont custom, qui existent et il faut du dev pour la mise en place. Yes, juste pour compléter, donc là on parle d'un monitoring qui est intra-marketing cloud. On peut aussi en fait envisager pour des plus grands clients, je pense, qui ont des intégrations un peu partout avec plusieurs systèmes. On peut aussi piloter en fait Automation Studio de l'extérieur. Donc il y a des outils comme Control-M par exemple qu'on trouve un peu partout, qui a en fait cette capacité en fait de piloter Automation Studio, parce qu'Automation Studio expose une API SOAP et bientôt une API REST. Donc, on peut l'appeler pour déclencher une automation, l'arrêter, la scheduler, etc. Et tout ça, c'est piloté par Control-M. Et Control-M, souvent, c'est un outil qui est aussi connecté avec des outils de monitoring comme Splunk, comme Grafana, Prometheus, Datadog, etc. Donc, voilà. Donc, il y a aussi cette possibilité de piloter Automation Studio de l'extérieur, ce qui va vous offrir aussi la capacité d'avoir un monitoring plus fin et, on va dire, à l'échelle de l'entreprise. Aussi, un dernier point important, gardez un œil sur la prochaine release note. Voilà. Sur ce sujet, il y a des choses qui arrivent. Le teasing, on aime ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On peut passer à la question de Yann. Allez, on enchaîne. Alors, question assez intéressante sur l'ajout d'une nouvelle business unit enfant dans une instance qui possède déjà 2 BU existantes qui fonctionnent, donc une BU parent avec une BU enfant. Y a-t-il donc des bonnes pratiques à suivre pour rajouter justement cette nouvelle BU enfant?
L'objectif étant de lancer rapidement la première campagne emailing pour cette BU. Alors, je peux donner une première version, puis vous me complétez. Donc déjà, quand vous achetez Marketing Cloud, il y a une bonne pratique qui consiste à anticiper justement la hiérarchie des business units. Donc les business units, pour ceux qui ne sont pas familiers dans l'environnement Marketing Cloud, ça correspond à des entités pour siloter notamment, par exemple, les données, les contenus. On peut gérer ça de manière pour différentes équipes marketing, donc pour gérer différentes marques, etc. Donc c'est souvent pour des questions d'organisation et de silotage de la data et des contenus. Et donc, c'est un sujet qu'il faut vraiment anticiper dans la mesure du possible pour organiser effectivement quelles sont les différentes entités qui devront avoir cette autonomie, cette indépendance. Ceci dit, maintenant, donc, vous avez donc les 2 premières BU. Donc, vous avez toujours une BU par an avec X BU filles. Donc, il est recommandé d'avoir maximum 2 niveaux. Même, je pense qu'un niveau, c'est plutôt la meilleure recommandation. Mais effectivement, donc pour la nouvelle BU, après, vous pouvez tout simplement, je pense, dans ce cas de figure où vous avez une BU par an avec une BU fille, rajouter une deuxième BU fille à côté de la BU fille existante, si effectivement vous êtes sur le même niveau. Après, alors, vous pouvez me compléter sur les prérequis techniques, mais voilà. En tout cas, vous n'avez pas de blocage à rajouter une BU fille à côté de celle existante. Un point peut-être à rajouter aussi, juste pour répondre, on va dire, à l'objectif initial qui est de lancer rapidement une première campagne. Donc, quand on lance une nouvelle BU, il se posera la question, est-ce qu'on a un SAP dédié? C'est-à-dire, c'est une nouvelle marque, c'est un nouveau domaine, et donc ça va nécessiter une chauffe de l'IP. Et donc, il faut bien évidemment inclure toute la période de j'active le SAP, j'active les SSL et je fais mon IP warming. Et ça va, selon la taille de la base, ça peut aller jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois, voire un peu plus. Ou sinon, il y a toujours la capacité de dire le SAP que j'ai au niveau de la BU parent ou de la BU fille, je vais le déployer au niveau de la nouvelle business unit parce que c'est la même marque, parce que c'est juste une entité géographique, etc. Et donc là, en fait, ça permet de récupérer une adresse IP qui est déjà chaude et donc de pouvoir lancer rapidement la première campagne. Donc, c'est vraiment aussi une discussion à avoir. Est-ce qu'on parle vraiment d'une entité vraiment nouvelle et donc ça nécessite une chauffe de l'IP, un SAP SSL, ou est-ce qu'on peut hériter en fait d'un SAP et d'une IP qui est déjà existante? Ça dépendra aussi. Pardon, vas-y. Je voulais dire sur les best practices, il y a des sujets clés techniques qu'il faudrait garder en tête. Parmi, concernant la donnée, il vaut mieux garder le même modèle de données across business units parce que ça sera beaucoup plus facile pour la maintenance. Deuxième point, en termes de visibilité, il faut être très vigilant parce que je ne sais pas si vous êtes très familier avec la All Subscribers List, qui est une liste qui contient tous les abonnés de l'instance Marketing Cloud across business units. Donc, il faut faire attention si les utilisateurs de cette BU-FI ne doivent pas voir tous les abonnés ou tous les contacts que vous avez dans la plateforme. Faut leur enlever cette visibilité. Donc, il y a des sujets comme ça, un peu des prérequis ou des best practices techniques qu'il faudrait lister avant de créer votre nouvelle BU et qu'il faudrait prendre en compte. Voilà, donc surtout pas de précipitation. Akram, on va te laisser compléter, mais surtout, voilà, il y a, comme le dit Lara, il y a des prérequis techniques. Comme le disait aussi Zakaria, voilà, il y a un certain nombre de bonnes pratiques aussi liées au paquet, le SAP. Le SAP, c'est le package d'aide à la délivrabilité. Donc, il y a des choses qu'il faut faire quand même dans le setup, la configuration d'une business unit. Et en fait, on peut lancer rapidement une campagne dans la mesure où ces prérequis ont été bien configurés. Et encore une fois, ne vous ratez pas parce que si vous cramez une IP ou si vous faites les choses mal, bon, c'est dommage. Vous voulez gagner du temps pour envoyer une campagne rapidement et finalement, vous en perdez un peu plus pour rattraper les erreurs. Akram, tu voulais préciser quelque chose? Tu l'as bien mentionné. Pour moi, le point le plus important vraiment qu'il faut garder en tête lors des premiers jours de cette migration, c'est l'IP et c'est la réputation de l'adresse IP. Zach l'a mentionné, donc le préchauffage, c'est une considération à prendre en compte. Est-ce qu'on préchauffe, est-ce qu'on réutilise un SAP de la BU mère, etc. Mais ça dépend aussi du volume. Parce qu'en fait, tu ne peux pas tout lancer sur une IP, même si vous avez l'IP de la BU mère. Je ne connais pas vos volumes, mais si vous avez des volumes considérables,
c'est une question c'est des choses c'est des questions qu'on doit se poser. Si vous avez des volumes faibles aussi, c'est une autre question qu'on doit se poser parce que ça change de paradigme aussi. Ça pourrait vous faire parvenir sur d'autres solutions. Voilà. Donc, je ne sais pas, Zach, si je veux compléter sur ce point des volumes sur les IP. Sur les volumes, pour une règle simple, est-ce qu'on est inférieur à 200 000 emails par mois et est-ce qu'on est supérieur à 2 millions d'emails par jour? Donc, si on est inférieur à 200 000 emails par mois, là, on va plutôt aller sur une approche d'adresse IP partagée. Et si on est sur un volume de 2 millions d'emails par jour, supérieur à 2 millions d'emails par jour, là, il faut envisager un pool d'adresses IP dédiées. Donc ça, c'est un peu on va dire, les limites. Après, effectivement, comme tu dis, il faut aussi voir la fréquence, la récurrence, est-ce qu'il y a des pics ou pas. Et il y a toute une stratégie en fait d'adresse IP qu'on peut avoir. Mais bon, on va dire que pour la majorité des clients, une adresse IP dédiée est largement suffisante pour répondre à la majorité des use cases. Après, pour des grands clients ou pour des clients qui ont des approches un peu soit régionales, soit multimarques, etc., là, on peut envisager du coup une vraie stratégie autour des domaines et des adresses IP. Ok. Alors, je reprends donc la liste. Donc, Dorian Marie, on va enchaîner sur la question suivante. Alors, elle est anonymisée ici, je pense que c'est Reda qui posait cette question. Bon, je regarde sur LinkedIn, je sais qui est-ce qui avait posé celle-ci. Bon, peu importe. Bonjour à tous et à toutes. Donc, concernant Journey Builder, une fois qu'une journée est activée, si on souhaite la modifier, donc par exemple la date de renvoi au non-ouvreur, tout en conservant l'audience en cours, quelle méthode conseillez-vous? Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, d'abord. Alors, une fois la journée activée, si on souhaite la modifier, donc par exemple la date des openers. En gros, je reformule la question. Donc, la journée a été construite, elle est activée. Et je pense que la question, c'est vraiment dans quelle mesure on peut modifier, par exemple, une activité dans cette journée tout en conservant les contacts qui sont dans la journée, quoi, sans les exclure, etc. Et dans cet exemple, en fait, on parle de la date de reshoot du non-opener. Donc, forcément, il y a un engagement split quelque part, suivi d'un wait. Et donc, l'idée, c'est de se modifier ce wait-là, en fait. Par exemple, au lieu d'envoyer le reminder au non-opener le lundi, en fait, on le fait mardi ou mercredi. C'est un peu ça. Ouais. Alors, il y a aussi… Alors, déjà, les openers, il faut faire gaffe parce que c'est plus d'actualité avec iOS 15. Donc avec iOS 15, j'imagine que ça veut dire que votre base n'est pas du tout dans la target des iOS, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'iOS 15, on va voir que Open égale IS, et donc ils vont aller toujours sur les Open égale IS. Mais en fait, il y a aussi, j'ai l'impression que la question aussi, c'est sur le traitement des audiences en général qui sont en cours versus ceux qu'on veut traiter d'une certaine manière par oui ou non. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Je vais répondre un peu d'une manière générique. Il y a les decision splits qui peuvent se baser sur des données, des flags qui sont modifiables avec le contact data. Donc ça, c'est quelque chose qui est classique. Donc, vous pouvez modifier des flags d'éligibilité, oui ou non, par rapport à des statuts. Ça peut être tout et n'importe quoi comme statut. Ça peut être des openers, ça peut être… Enfin, les openers, vous avez l'activité standard, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il y a aussi les scripts d'exclusion. Et ça, c'est intéressant aussi de le mentionner. C'est-à-dire, dans les emails, vous pouvez intégrer ce qu'on appelle des exclusion scripts qui vont permettre d'exclure une partie des populations et garder les autres populations donc en cours. Ils vont recevoir leurs emails d'une manière classique donc dans la journée. Donc, moi, je vois qu'il y a deux méthodologies globalement qu'on pourrait adopter pour gérer deux audiences différentes qui changent d'état en cours de la journée. Et avec le journey pause, du coup, je ne sais pas si… Le journey pause, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter tout. Et donc, en l'occurrence aussi, les clients qui sont en cours. Donc, si votre volonté, c'est de garder les clients qui sont pas targetés par ce changement de comportement, de les garder dans la journée qui suivent leur parcours.
Dans ce cas-là, effectivement, c'est les extension scripts ou les extension scripts pour les emails. Si vous voulez tout poser, bah, vous avez le pause et vous avez aussi les activités de wait until event qui est intéressante aussi parce que du coup, ça vous permet de garder dans un endroit des personnes qui vont attendre jusqu'à ce qu'une donnée dans votre modèle de données change. Voilà. Et juste pour répondre du coup de façon beaucoup plus précise, juste merci Akram pour l'ouverture, mais pour répondre à la question, donc si la journée est active, on a la capacité d'aller modifier par exemple des emails. Donc je modifie le contenu de mon body, de mon header, etc. Je peux aller mettre à jour l'email tout en gardant la journée active. Ça c'est possible. Par contre, garder la journée active et aller modifier une date dans un wait, là, je ne pense pas que ça soit possible. Vous me confirmez, hein, je ne sais pas, Mahmoud, tu as déjà rencontré cette... Ouais, je pense qu'il faut l'arrêter, il faut créer une nouvelle version et puis finishing. Voilà, donc si on veut modifier une date... Oui, vas-y Lara. Et les audiences qui étaient déjà là, ils vont continuer leur process dans la version, dans leur parcours dans la première version. Et ceux qui ont rejoint après, ils vont continuer dans cette nouvelle version. Exactement. Et du coup, peut-être une solution, mais peut-être c'est une solution un peu grande pour un besoin qui est peut-être un peu petit. Mais comme disait Akram, on peut toujours jouer avec les contact data. Donc, il y a bien le wait until date. Donc, c'est un champ qui peut être dans une data extension. Ben, peut-être on peut en fait aller jouer en modifiant la donnée directement dans une table, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait une date pour tous les clients. Voilà, donc c'est un peu... Je pense qu'on peut trouver une solution, mais là, comme ça, je pense que ce n'est pas possible. Il faut recréer une nouvelle version. Ouais, de ce que je peux voir de ce commentaire, je pense que la meilleure réponse à ce use case, c'est le wait until date ou le wait until event. Et après, vous changez ça dans votre modèle de données au fur et à mesure. C'est ça. Ouais. OK. On va passer à la question de Virginie qui nous demande ce que l'on pense des mesures prises par la CNIL concernant Google Analytics. Quelles sont les autres solutions de mesure d'audience, proxy ou pas proxy? Question d'actualité. Je n'ai pas suivi cette actualité. Alors, moi non plus. De quelle mesure on parle exactement? Je n'ai pas l'idée. Alors, en fait, Google Analytics, en nouvelle version, ils sont plus censés être RGPD et CNIL compliant. Et on a, en tout cas, nous, on a des clients qui reviennent vers nous là-dessus en disant, bah, aujourd'hui, Google Analytics, c'est quand même la référence. Mais pour autant, donc, lié à Marketing Cloud ou non. Hein. Du coup, aujourd'hui, on fait quoi? Et c'est un peu un sujet, mais qui va être réglé, parce que ça s'appelle Google Analytics, mais pour l'instant, à part des solutions autres, de mesure d'audience et du coup on peut capter de la donnée comme ça. Enfin, en tout cas, la nouvelle version aujourd'hui n'est pas compliant. Après, Salesforce étant l'éditeur leader mondial dans ce domaine, on peut penser que vous pouvez continuer à utiliser l'outil dans ses pleines capacités et Salesforce, je pense, est engagé dans le respect des conditions de la CNIL. Donc surtout, voilà, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à remonter à votre responsable de compte, mais a priori, soyez sans crainte, s'il y a des zones un petit peu floues, ça devrait être réglé rapidement. J'imagine que sur ça, ils sont quand même intransigeants, donc pas de... On lèvera en tout cas des alertes à la communauté si on nous remonte qu'il y a des choses qui peuvent vous mettre à risque en tant qu'utilisateur, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'alerte, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de zone trop grave. Et je viens de voir en fait que le problème, c'est parce que il y a un transfert de données qui est fait vers les États-Unis. Donc ça dépend du coup, aussi du client. Donc il y a des clients qui travaillent avec les US où les données sont c'est normal que ces données-là aillent aux US, malgré que nous on travaille de la France. Donc en fait, ça dépend pas vraiment que c'est pas parce que le client est en France que le problème. Mais la question à se poser. La question à se poser initialement, c'est déjà quel pays vous êtes concerné? Est-ce que vos données doivent être uniquement franco-françaises? Est-ce que ça... Enfin, en fait, tout dépend d'où la donnée passe. Et comme pour l'instant, elle n'est pas anonymisée, c'est ça le sujet de fond. C'est pour ça qu'ils proposent des solutions de proxy. Mais
Intéressant, ouais. Okay. Alors, on a perdu Elodie, je crois. On vient de te retrouver, Elodie, mais je crois qu'il n'y a pas encore le son. Il y a un petit lag, je pense. On voit ton image, mais je pense que le son n'est pas encore tout à fait rétabli. Donc, ça va revenir. Je vous propose peut-être... Elodie, tu nous entends? Je crois qu'on t'a récupéré. Voilà. Tout ça pour dire que ce sujet, je pense, c'est un sujet de fond qui va revenir. Le plus important, c'est de vous poser la question surtout si vos données, par exemple, vous êtes une solution française, vos données ne doivent pas transiter par les États-Unis, il y a d'autres solutions qui existent. Mais en tout cas, Google certainement se bettera sur ce sujet, étant Google Analytics étant une référence. Ouais. Et marketing suit derrière. Ouais, écoute, merci Elodie pour ces précisions. Intéressant. Donc l'actualité est toujours au top pour la communauté Marketing Cloud. Alors, on enchaîne sur la prochaine question, à savoir s'il y a des conséquences en termes de sécurité sur les données des utilisateurs et notamment sur leur réputation si on opte pour une IP partagée, une shared IP. Le contexte étant une instance multi-business unit pour un acteur international de la distribution, dont un des pays de la marque, donc une BU fille, envoie moins de 250 000 emails par mois. Donc là, effectivement, on est sur des volumes qui nécessitent une IP partagée, hein, comme l'avait mentionné Zakaria tout à l'heure. Et donc, est-ce que la question, c'est, OK, la BU utilise une IP partagée. Est-ce qu'il y a des risques en termes de sécurité sur les données et sur la réputation? Alors, je peux peut-être répondre. Déjà, une première partie qui dit IP partagée, c'est un petit peu comme pour les shard codes, hein, pour le SMS. Vous savez, quand vous achetez un code SMS avec Mobile Connect, vous pouvez opter par un private code ou un shard code. Et en fait, donc, tout ce qui est mutualisé implique nécessairement des coûts inférieurs, donc beaucoup plus attractifs, mais par contre, un risque augmenté. Sur une IP partagée, forcément, si quelqu'un flingue l'IP, à savoir des mauvaises pratiques de délivrabilité, il y a effectivement un impact en termes de délivrabilité pour ceux qui partagent cette même IP. Ça, c'est pour l'email. Et après, donc pour un code, un shared code SMS, pareil, si on utilise le stop keyword, le stop va impacter donc toutes les marques du groupe. C'est pour ça qu'on utilise un stop avec le nom de la marque. Par exemple, si la marque s'appelle Coca, on va faire un stop Coca pour éviter d'impacter les autres marques qui utiliseraient le même code en mutualisé. Donc après, spécifiquement sur la question en termes de sécurité sur les données, les données étant stockées, je vais vous laisser répondre, mais a priori, moi, je ne perçois pas de risque sur les données puisqu'elles sont sécurisées dans votre environnement Salesforce. Je me demande aussi si c'est juste une seule BU qui doit envoyer moins que 250 000 mails. Est-ce qu'elle ne peut pas utiliser la même IP qu'une autre BU au lieu de prendre une IP partagée? Comme ça, pas besoin de prendre une IP partagée avec d'autres postes. Ouais. Ça se partage. Exact. Ouais, juste pour répondre sur la réputation, donc effectivement, le fait d'être dans un pool partagé, il y a le risque que un acteur qui utilise la même adresse IP, puisse nuire à la réputation des autres. Donc ça, c'est clair. Après, il faut comprendre qu'il y a vraiment un pool d'adresses IP qui est, on va dire, très important. Et dès qu'il y a une adresse IP qui, on appelle ça cramée, on va la retirer du pool pour ne pas impacter la réputation de tout le monde. Donc, la limite de 250 000 emails, c'est une limite vraiment juste pour illustrer l'intérêt de partir sur une adresse IP partagée. Par contre, comme le disait Lara, vu qu'on parle d'un acteur multi-BU qui a forcément du coup d'autres adresses IP, quelle est en fait la capacité de pouvoir utiliser la même adresse IP? Ou aussi, une autre question qu'on peut essayer de creuser, c'est pourquoi uniquement 250 000 emails par mois? Est-ce qu'il n'y a pas en fait de l'expérience à créer? Est-ce qu'il n'y a pas des parcours à créer qui ferait qu'en fait, on passe de 250 000 emails à 500 000? Après, je peux comprendre que pour certaines industries, je parle peut-être d'assurance ou de banque, le volume n'est pas là forcément, mais là, on parle de distribution. Donc, pourquoi pas essayer d'envisager de créer de nouvelles expériences pour faire monter un peu le volume des emails envoyés. Et puis, de façon générale, si vous avez des doutes
autour de la bonne stratégie IP, surtout sur des contextes un peu, on va dire, avancés comme celui-ci, n'hésitez pas à contacter soit votre partenaire, soit Salesforce directement, qui ont des experts en délivrabilité, dont le job est vraiment de vous fournir la bonne répartition en termes de domaine et d'adresse IP pour répondre à votre contexte particulier. Donc, n'hésitez surtout pas à aussi contacter votre partenaire et Salesforce. Donc, en synthèse, pas de souci sur la sécurité des données, mais par contre, effectivement, un risque sur la réputation pour une shard IP. Donc, effectivement, à suivre ces recommandations pour essayer de, autant que possible, lorsqu'on le peut, on préconise vraiment une IP privée pour voilà, être plus autonome et en contrôle de sa réputation. Mais dans les deux sens, je pense avoir une IP propre, également, c'est très bien. Mais même avoir une IP partagée, s'il y a des recommandations aussi sur ces volumes, c'est pas pour rien non plus. Si vous prenez une IP propre, mais que vous n'avez pas les volumes, ça vous impactera. Finalement, dans les deux sens, vous faites une mauvaise chose, ça va vous impacter, mais vous prenez une adresse propre et vous faites très peu d'envois. Après, il y a une stratégie effectivement à avoir derrière, ça vous impactera aussi. Donc, les recommandations, elles ont aussi un sens pour vous permettre d'atteindre votre cible le plus possible. Voilà. Ouais, merci de préciser, hein, puisque les ambitions voilà, doivent servir effectivement un plan, une roadmap et pas juste à arriver à un montant, puis le mois prochain revenir sur des faibles volumes et être impacté par des problèmes de délivrabilité, effectivement, sur une IP privée. Alors, on va passer à la question de Karine. Merci, Karine, pour ta question. Donc, quels sont vos conseils pour le démarrage d'un projet d'onboarding Pardot dans une organisation dont les outils tech marketing précédents étaient très limités par rapport à Salesforce Pardot? Donc, je perçois par ta question qu'il y a une montée en maturité sur la technologie, notamment avec l'installation de Pardot, hein, qui s'appelle Account Engagement maintenant chez Salesforce. Et donc, en gros, tu nous demandes pour un démarrage de projet, donc pour l'onboarding, notamment auprès des utilisateurs, quelles sont les bonnes pratiques de conduite du changement pour accompagner justement cette montée en maturité sur la technologie et les outils, quoi. Alors là, on parle vraiment Pardot. Ouais. Pardon. Vas-y. Ouais, alors, bon, grosso modo, donc, Pardot, que ce soit Pardot ou Marketing Cloud, je pense que la réponse reste globalement la même. Ici, vous aviez donc des outils qui étaient très limités. Donc, en fait, tout va se passer par l'accompagnement qu'aura votre partenaire, si vous en avez un, autour de la formation, autour de la simplification des usages, puisqu'aujourd'hui, si vous n'aviez pas d'outils, que vous venez d'avoir des outils, vous avez forcément mis en place des cas d'usage sur Pardot. Et donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui tourne aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire tourner demain, bien être formé sur l'utilisation de l'outil au quotidien, donc pour les marketeurs et potentiellement aussi pour les sales, pour les commerciaux. Et donc, moi, je pense que les bonnes pratiques, c'est simplifier, bien être formé, savoir où on est et là où on veut aller demain, et puis avoir aussi des objectifs pour pouvoir mieux s'approprier la solution et faciliter l'adoption. Une équipe qui va être formée et engagée sur une vision sur ce qu'on veut atteindre permettra une meilleure adoption des équipes. Et après, effectivement, la connaissance de la technologie va passer par de la formation. Et tout à l'heure, donc Mahmoud a mentionné Trailhead. On a mis le lien dans le chat, qui est une super base de connaissances pour se former aux outils, notamment à Pardot ou à Marketing Cloud. Après, votre partenaire ou Salesforce dispose aussi d'accélérateurs donc chez Salesforce et de formation chez votre partenaire pour vous accompagner aussi à mieux maîtriser ces outils. Et vu que Pardot est très lié sera très lié à votre Sales Cloud ou à votre Service Cloud, il y a aussi deux points très importants. Premier point, être sûr de la cible pour ne pas faire des actions qui vont créer des problèmes côté Salesforce Core. Donc, s'assurer que les use cases sont bien partagés avec les équipes service et les équipes marketing. Donc, réduire les silos entre les deux équipes. Et même faire les workshops d'idéation des use cases entre les deux équipes pour que ça soit clair pour tout le monde qu'est-ce qu'on est en train de faire comme action. Et deuxième point aussi, la qualité de la donnée. Il faut vraiment faire très, très attention à la qualité de la donnée qui existe dans Call, puisque maintenant, vous allez commencer à faire des emails et donc communiquer directement avec ses clients.
Donc, faut être sûr et s'assurer que vous n'êtes pas en train de personnaliser avec de la mauvaise donnée ou de cibler avec de la mauvaise donnée. Petit complément qui me vient en tête, aussi une bonne pratique qui est vraiment dans ce contexte-là, c'est qu'en fait, vous passez de rien en termes d'outils à un outil qui est quand même très abouti, très sympa. Et en fait, souvent, vous avez donc avec Pardot ou avec Marketing Cloud un ensemble de fonctionnalités. Sur Pardot, vous avez du scoring, du grading, du lead nurturing, vous allez avoir tout plein de fonctionnalités qui peuvent en fait rapidement vous donner envie de tout faire à la fois. Et la bonne pratique, c'est justement d'y aller par étapes. Donc, vous dites phase 1, qu'est-ce que j'ai besoin? Envoyer un email, regardez peut-être les données tracking, est-ce que ma campagne a été performante ou non. Dès que vous maîtrisez cette première étape, allez-y par étape, passez à l'étape 2. Et seulement lorsque vous maîtrisez vraiment cette première phase. Deuxième phase, vous dites, OK, je vais regarder ce que Pardot m'offre en termes de fonctionnalité. J'ai vu qu'il y avait du scoring et du grading avec des formulaires, pourquoi pas. Je vais mettre en place des premiers formulaires pour capter de la data. Je vais mettre en place une stratégie de scoring et de grading. Ça, une fois que je maîtrise, je passe à la stratégie de contenu pour alimenter tout ça avec des completion actions, etc. Et voilà. Et donc là, l'idée, c'est qu'il faut savoir donc, quelle est ce qu'on appelle une capability map, à savoir l'ensemble des fonctionnalités qu'offre la plateforme et essayer de les structurer par niveau de maturité pour avoir une feuille de route qui vous permet vraiment de commencer simplement, de maîtriser ses prérequis, ses acquis sur des choses simples avant de passer à la phase suivante. Et encore une fois, ne pas se surcharger à être trop ambitieux, à vouloir trop faire d'un coup. Ça, c'est vraiment l'erreur qu'on a tendance à faire. C'est exactement ça, Julien. C'est ce que j'allais dire aussi. Pour moi, en fait, ça passe par l'étape de faire un vrai cadrage. Donc, en fait, on parle d'un projet. Donc, avant de faire le projet, on fait le cadrage du projet. C'est souvent en 2 semaines, 3 semaines où on va mettre tout le monde autour de la table. On va mettre du coup l'équipe du CRM, on va mettre l'équipe Pardot, on va aller chercher les IT, les architectes, les équipes métiers. Et on va dire, en fait, c'est quoi Pardot pour nous? C'est quoi le MVP aussi? C'est très important de bien définir le premier lot en fait, qu'on va livrer. Donc, c'est le MVP. Ce que disait Julien, en fait, c'est un peu les features les plus importantes qui vont ramener le business, qui vont un peu driver le business en premier. Et puis après, bien établir une feuille de route sur 1 an, 2 ans et le faire de façon itérative. Donc, pour moi, le cadrage, c'est très important et définir le MVP, c'est aussi hyper important. Voilà, je commencerai par faire les deux. Et je rajouterai à cela un point, enfin, si on prend ça aussi sous le prisme un peu business, en fait, votre capability map, vous la mappez par rapport à des use cases qui potentiellement vont découler de votre stratégie ou d'un état de lieu que vous avez fait qui relève des faiblesses dans votre base de données, dans vos chiffres, vos KPI, etc. Donc en fait, la bonne pratique, à mon avis, c'est d'abord de commencer par là où on veut aller en termes de stratégie, de dresser un état des lieux des faiblesses et des forces de vos actions, de votre base de données actuelle. J'imagine si vous avez du B2B, est-ce qu'on est bien en recrutement, est-ce qu'on est bien en conversion, est-ce qu'on n'arrive pas à recruter assez, est-ce qu'on arrive à recruter assez mais on n'arrive pas à convertir assez, est-ce que l'atristement du contrat se fait très rapidement sur toute ma base, etc. Toutes les KPI que vous pouvez dresser pour adresser les forces et les faiblesses de votre business. Ça vous permet de mettre en perspective tous les use cases que vous allez adresser en MVP, comme l'ont dit Zach et Julien. Et donc, c'est en dressant ces use cases avec un objectif par use case et surtout la façon avec laquelle vous allez mesurer l'impact de ces use cases, parce que ça, c'est toujours, on l'oublie, mais c'est important dès le départ de décider sur la méthode de mesure des performances de ces use cases. Vous allez mapper ça à la capability map avec tous les modules que Julien a mentionnés. Donc, est-ce que vous pouvez mentionner, est-ce que vous pouvez préciser MVP? C'est Christelle qui pose la question. Minimum Viable Product ou par abus de langage, MVP, c'est un peu votre scope 0 par lequel vous allez commencer. Donc, c'est le minimum syndical quelque part qu'il faut au business ou à l'IT ou peu importe pour commencer. Ok, alors on va passer à la question suivante, parce qu'en plus, là, on en a quelques-unes qui sont arrivées. Alors, hyper intéressant cette question, vraiment, ouvrez grand vos oreilles, ceux qui font le projet, parce que c'est quelque chose qui se pose souvent.
J'ai une question concernant la synchronisation dans Marketing Cloud. Est-ce qu'il y a une bonne pratique concernant le choix du Contact Key dans Marketing Cloud? Est-ce qu'il faut toujours utiliser le Contact ID dans Sales Cloud comme Contact Key dans Marketing Cloud? Ou bien peut-on utiliser l'identifiant d'un système extérieur lié à Sales Cloud? Dans le cas d'utilisation d'un système extérieur, est-ce qu'il y aura des doublons? Donc là, on est sur une question d'architecture sur les identifiants, sur les ID. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, on va laisser quelqu'un d'autre parler. Mahmoud est en train de laisse soit Mahmoud, soit tout le monde a envie de se lever. On a tous envie de répondre parce que je pense que tout le monde a des trucs. Lara, vas-y si tu veux. Vas-y, Lara. Merci. Alors, pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités du connecteur, donc les parcours cross-cloud, pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'on peut avoir comme, par exemple, données de suivi dans Sales Cloud, etc., on a besoin que la Subscriber Key dans Marketing Cloud soit the Contact ID dans Salesforce Core. Aujourd'hui, c'est comme ça que le connecteur est construit. Je ne sais pas si demain, on pourra avoir la possibilité de faire cette consolidation d'ID tout en utilisant une ID externe, mais pour le moment, on est censé utiliser la Contact ID Salesforce comme Subscriber Key. Je vous laisse compléter. Alors, est-ce que c'est moi qui suis… Exactement, non, mais c'est exactement ça. Je rajouterais peut-être, voilà, ça, du coup, comme le disait Lara, si on est dans un contexte de cross-cloud où on a marketing et le CRM. Donc, si on a marketing avec un autre CRM ou marketing avec un data lake ou marketing tout seul, on a la liberté de choisir notre subscriber key, contact key. Mais si on a le CRM, là se posera la question. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Voilà. Donc là se posera la question, est-ce qu'on utilise le connecteur standard MC Connect ou est-ce qu'on part sur une intégration custom? Et comme l'a très bien dit Lara, voilà, je pense souvent la question ne se pose pas parce que le connecteur arrive avec beaucoup de fonctionnalités très intéressantes comme la connexion bidirectionnelle, la synchro des données, les IER, donc les résultats des emails dans le CRM, la capacité de créer des tâches, des cases, de modifier un client directement depuis le Journey Builder. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qui viennent nativement avec le connecteur. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que le connecteur nous oblige à utiliser la Contact ID comme subscriber key. Donc, voilà. Donc, en quelque sorte, la question ne se pose pas, mais si jamais vous voulez vous poser la question, vous avez toujours la capacité de mettre un middleware entre Marketing Cloud et le CRM. Vous mettez un MuleSoft et vous essayez de reproduire exactement les mêmes fonctionnalités, synchroniser les données du CRM vers Marketing Cloud et puis via une custom activity, aller créer des records dans le CRM. Mais je pense que le chemin est très sinueux et ça nécessite une très grande maturité que quelques clients Marketing Cloud sont déjà en train donc, ce n'est pas quelque chose qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait jamais. C'est vraiment une question de maturité aussi. Donc, moi, je connais des clients qui ont cette approche complètement custom sans le connecteur. Mais pour 95% des clients, voire plus, le connecteur répond à des vraies problématiques et ce n'est pas facile de le remplacer par autre chose. Et ça réduit le temps d'implémentation de la plateforme. Exactement. Et ça réduit le temps d'implémentation de la plateforme, effectivement. Donc en résumé, si vous voulez profiter pleinement de la plateforme, vous devez utiliser la Contact ID comme Contact Key dans Salesforce Marketing Cloud. Je pense qu'il y a aussi une question sous-jacente de cela, c'est quid de ma clé d'entreprise, mon ID d'entreprise, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, il pourrait très bien y avoir une cohabitation entre, c'est-à-dire que vous l'importez aussi avec tout le flux de données dans Salesforce Marketing Cloud et dans Salesforce Core. Et derrière, il y a toute une stratégie à penser d'export des clés Salesforce dans vos systèmes externes. Je pense en l'occurrence à des systèmes de mesure de la performance, par exemple, type Tableau, ou même si Tableau a été racheté par Salesforce, donc j'imagine que potentiellement il pourrait y avoir des connecteurs qui vont arriver. Mais en tout cas, le fait d'exploiter votre donnée dans vos propres systèmes qui ne parlent pas le langage Salesforce, qui va parler plutôt le langage ID clé entreprise, bah dans ce cas-là, en fait, il faut imaginer tout un tas de flows d'export pour parler le même langage. Et donc, de mapping clé Salesforce, clé entreprise.
Alors, je suis désolé, j'ai eu un petit bug technique. Ça m'a demandé de me reconnecter. Du coup, j'ai plus la liste des questions là dans l'outil. Alors, je peux prendre la prochaine si tu veux, Julien. Avez-vous un workaround existant sur les CTA, donc les boutons... Est-ce que tu peux cliquer dessus ou pas, juste écran? Non, je ne peux pas le sélectionner par contre. D'accord. Avez-vous un workaround existant sur les CTA, donc button block, donc content builder? Un CTA, c'est un call to action. Donc, c'est en gros un bouton qui incite à cliquer. Dans SFMC, qui passe automatiquement en blanc sur mobile. Donc, est-ce qu'un CTA existant peut passer automatiquement en blanc sur mobile? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une référence au dark mode, potentiellement. Et donc, en fait, un changement de couleur automatique. Si c'est le cas, je suis bien curieux de savoir si c'est lié au dark mode. Mais à ma connaissance, je ne suis pas sûr. Alors, à part si on passe par potentiellement de l'AMP email, qui est complètement autre chose, on pourrait potentiellement changer en dynamique la couleur. Je ne sais pas si vous avez des workarounds que vous avez en tête. Moi, j'ai un petit workaround. En fait, tu as une fonctionnalité qui permet d'afficher des blocs en mode desktop. Attends, c'est en desktop mobile la question ou pas? Non. En fait, la question, c'est c'est juste OK en dark mode. Je vais envoyer sur mobile et sur mobile, ça va automatiquement. Je vais envoyer et sur mobile, ça passe en blanc. Automatiquement en blanc. Alors, alors la question qu'on peut poser aussi, est-ce que ça concerne tous les email clients en fait? Est-ce qu'on a fait un test Litmus? On a fait un test Litmus par exemple, ou email en acide, on a vérifié que le même comportement, ce comportement-là est le même, que ce soit sur Gmail, Apple Mail, Outlook, etc. Ça peut aussi être dû à l'email, au client email que vous utilisez. Après, précisément, si il y a un bug ou un workaround, moi, je n'ai pas eu connaissance de… La question est plutôt pourquoi la couleur du texte qu'on set dans le CTA passe automatiquement en blanc en mobile? Ouais, ça, du coup, je pense que c'est lié au dark mode. J'ai l'impression que c'est ça le point. Peut-être que clarifier un peu plus la question. Donc si votre point, c'est je veux mettre une couleur différente que sur mobile et potentiellement desktop, c'est une autre couleur, ça c'est possible. C'est juste de la modification de couleur par rapport à la taille de l'écran dans vos emails. Si votre question, c'est plutôt j'ai besoin d'avoir un comportement dynamique sur le même device, potentiellement en fonction du mode, est-ce que c'est dark mode ou light mode, ça je sais que c'est pas possible à ma connaissance en tout cas. Potentiellement avec l'AMP email qui marche que sur Gmail principalement, ça pourrait être possible. Mais sinon, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ok. Alors, il nous reste juste 7 minutes. Je vous propose d'accélérer un petit peu pour couvrir les dernières questions. On avait une nouvelle question de Yann. Alors, attendez, je vais juste cacher celle-ci, qui nous demande concernant la mise à jour des contacts d'une business unit via FTP, l'enrichissement des contacts avec un import CSV par exemple. Y a-t-il des risques? Quelles recommandations en gestion des doublons? Donc, alors, sur la partie gestion des doublons, moi je pourrais répondre, après je vous laisserai sur la partie recommandations et risques. La gestion des doublons, la best practice, c'est à chaque fois le gérer ailleurs avec les outils propres qui gèrent ça. Dans le métier, c'est de gérer la déduplication et la gestion avec différentes règles de gestion dynamique et d'en extraire le résultat et d'exploiter ce résultat dans Marketing Cloud. Il y a des logiques de maître esclave, on va dire, de déduplication. Et donc, vous pouvez extraire le résultat des doublons pour garder le maître et enlever les esclaves et traiter ça dans Marketing Cloud. Mais en tout cas, la recommandation, c'est de ne pas gérer la duplication dans Marketing Cloud, même si vous avez des règles très simples, vous pourriez le considérer. Mais ce n'est pas la bonne pratique qu'on recommande. Alors, pareil, dans les bonnes pratiques, tu peux avoir, lors de l'import, des méthodes d'import. Tu peux avoir, par exemple, de l'upsert, de l'overwrite, etc. Et donc, il faut que tu saches si ces données arrivent d'une seule source ou de plusieurs sources. Si tu as plusieurs sources qui vont alimenter pour un même identifiant, donc le même contact, il faut que tu définisses quelle est
le master data, donc quelle est la source qui est maître sur les données du client et quelles sont les données que tu veux mettre à jour par rapport aux différentes sources éventuellement. Et si tu fais de l'overwrite, c'est-à-dire si tu supprimes ta table et que tu réimportes ta table, tu peux avoir des anciens contacts qui avaient été importés qui vont être supprimés du coup lors du renouvellement. Donc il y a plein de choses à prendre en compte en fait sur cette alimentation. Et donc, il faut bien définir les patterns d'alimentation des données pour savoir effectivement qui alimente, donc quelles sont les sources, sur quelle méthode, et puis définir les règles de gestion. Un autre point sur juste la partie risque, c'est qu'en fait, en important via le FTP, j'imagine que c'est de la gestion de données à intervalles réguliers. J'imagine que c'est le plus simple qu'on puisse faire d'une manière très standard sans utiliser de dev ou quoi que ce soit, c'est 1 heure toutes les 1 heure, ou peut-être c'est daily. Il faut faire attention à tous les use cases en temps réel. C'est ça le risque que je vois aussi. C'est en fait les use cases en temps réel qui vont impliquer que les contacts doivent être disponibles directement dans votre plateforme. Il faudra potentiellement les gérer d'une manière à part. Ou alors prévoir potentiellement une ingestion de données à intervalles plus réguliers. Alors, je rajouterai du coup rapidement sur ce sujet. Donc, sur la gestion des doublons, on va reposer uniquement sur la clé primaire dans Marketing Cloud. Donc, si vous avez des clés primaires, ça sera utilisé dans Marketing Cloud, comme le disait Julien, via un upsert. Et c'est ce qui va acter comme façon de gérer les doublons. On ne va pas aller chercher est-ce qu'ils ont le même nom, prénom, adresse email. Comme a dit Akram, ça c'est à l'extérieur dans un outil de DQM. Après, sur la réponse sur les risques et les recos, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de risque. En fait, ça dépend du use case, comme l'a dit encore une fois Akram. Si on parle d'une intégration pour charger des données dont on n'a pas besoin de mettre à jour de façon fréquente et qui sont volumineuses, on va privilégier le FTP et ce n'est pas du tout un risque, c'est plutôt, faut le voir comme la méthode à faire. Et si on parle du coup d'intégration plutôt event-driven, des événements qui se passent sur le site internet, etc., là, on ira plutôt sur une intégration par API. Donc non, il n'y a pas de risque associé à une intégration par FTP. C'est l'intégration par batch qu'on fait et qui est très utile pour certains use cases. Et ce que je recommande lorsque vous utilisez une mise à jour par FTP, c'est de mettre en place un système de monitoring, surtout lorsqu'on parle de la donnée des contacts, puisque c'est la donnée la plus importante qu'il faudra s'assurer qu'on n'est pas en train de ne pas la mettre à jour lorsqu'il le faut. Et pour rajouter à cela, en fait, il faut faire attention à là où vous utilisez un overwrite qui veut dire en fait on écrase toute la base et on la remet on refait un full ou un update, parce que en fait, ça dépend aussi de votre flux de données. Est-ce que vous recevez des deltas ou est-ce que vous recevez des fulls? J'imagine que vous recevrez aussi des deltas, mais il faut faire attention. Si vous avez des filtres que vous appliquez en amont de contacts qui ne doivent plus rester dans la base ou qui ont, j'en sais rien, demandé par exemple d'être enlevés de la base, etc., il faut faire attention à bien les enlever. Et donc, la méthode pourrait être un overwrite ou ça pourrait être une suppression directement contact par contact si c'est une demande explicite. Donc, cette stratégie de overwrite, qu'est-ce que j'overwrite, qu'est-ce que j'update, etc., c'est une stratégie à penser en amont. Alors, 2 minutes, on va essayer de prendre encore 1 ou 2 questions max, mais on va essayer de quand même garder le timing. Question de Leïla. J'ai une question concernant la synchro entre Sales et Marketing Cloud. Mon client a 8 millions de contacts. Est-il conseillé de tout synchroniser? Notamment, est-ce que cela peut affecter les performances côté Marketing Cloud? Je réponds en 1 minute. Non, il ne faut pas tout synchroniser. Il faut synchroniser que les contacts qu'on va exploiter dans Marketing Cloud, ce qu'on appelle les contacts ou les clients contactables. Il faut après envisager, est-ce qu'on est un client qui envoie que des emails ou est-ce qu'on envisage d'envoyer sur d'autres canaux. Donc, le critère de contactabilité, il doit prendre en compte l'opt-in et l'existence d'une adresse email, d'un téléphone, etc. Après, bon, si on dit que les 8 millions sont tous contactables, à mon avis, il n'y a pas forcément de problème. Je connais des clients qui ont bien plus que 8 millions, qui utilisent le connecteur sans problème. En tout cas, et pour ajouter à ce qu'a dit Isaac, la best practice, c'est de ne synchroniser que ce que vous allez utiliser vraiment, parce que aussi le pricing model de Salesforce, il se base sur le nombre de contacts. Donc, plus on rajoute de contacts, plus on rajoute de budget.
Alors, question de Yann. On va aller très rapide. L'utilisation de Journey Builder nécessite-t-il forcément de configurer Contact Builder dans un environnement où, pour le moment, il y a uniquement des data extensions qui sont utilisées pour l'envoi des emails? Alors, rapidement, donc, dans Journey Builder, il y a 2 types de données. Il y a ce qu'on appelle les Journey Data et les Contact Data. Donc, depuis un environnement Salesforce, par exemple, ou donc Sales Cloud ou RCU, ou alors depuis des data extensions, directement depuis Marketing Cloud, vous pouvez donc utiliser Journey Builder sans Contact Builder. Par contre, dès lors que vous allez avoir besoin de vérifier qu'une donnée est à jour ou vérifier que la data passée une certaine période a un certain statut, là, vous allez utiliser le rafraîchissement de la donnée par rapport au moment où il a été injecté dans la journée, donc depuis l'entry event à un temps ultérieur. Et donc là, vous allez avoir besoin de regarder dans le modèle de données Contact Builder. Et donc, c'est ce qu'on appelle la Contact Data. Et là, effectivement, il va falloir utiliser le Contact Builder à ce moment-là. Donc, ce n'est pas un prérequis d'utiliser Contact Builder, mais c'est quand même conseillé de le configurer le plus tôt possible dès lors où les use cases vont s'enrichir en complexité. Alors, si vous avez encore 1 ou 2 minutes, je pense qu'on peut finir ici. Il reste 2 questions. Également, est-ce que l'app Pardot peut se traduire via Salesforce Translate Workbench, notamment les champs sur les objets synchronisés? Non. La réponse est non. Moi je sais pas. Non. Ah non, Je pense pas. Ok, donc la réponse est à vérifier, mais a priori non. La question est plutôt pourquoi la... Ok, donc ça, on a déjà fait. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour. Bon, on a légèrement dépassé de 2 minutes, mais je pense que, voilà, encore une fois, hein, ces sessions de hotline sont toujours très intéressantes, beaucoup de questions, et encore un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions. On vous reproposera des sessions de hotline par la suite. Donc, un grand merci aussi à tous les speakers autour de la table, à tous les experts. Si vous voulez aussi participer en tant que speaker à une prochaine session, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prochain événement, du coup, donc on a mentionné le 27 chez Salesforce, l'événement donc de networking et collaboration pour le travail. Et puis après, le 6 octobre, on a un événement à Lille autour de la personnalisation 360 degrés Marketing Cloud, qui est un événement physique et online. Donc, vous vous inscrivez sur le lien d'inscription. Et pour ceux qui sont à Paris ou en province, vous pouvez y participer à distance. Et pour les autres, rendez-vous à Lille physiquement. Ce sera dans les locaux du sponsor Capgemini cette fois-ci. Et très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Salut tout le monde. Au revoir. Salut.